Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Tout le monde n'est pas encore, c'est pas encore connecté, mais on va pouvoir se connecter progressivement. Juste un petit élément technique avant de commencer le webinaire, si vous pouvez tous couper vos micros pour être sûr qu'il n'y a pas d'interférence. Sachez que vous pourrez poser vos questions tout au long de la visio par chat et puis soit on y répondra pendant l'intervention, soit en fin d'intervention. On voulait également vous préciser que cette visio sera enregistrée et on pourra vous transmettre le lien puisque vous êtes inscrits. Toutes les personnes inscrites à la vision pourront avoir le lien pour qu'ils puissent revoir éventuellement ce webinaire. Voilà, sur les éléments techniques. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. Je suis donc Carole Dalibert. Je suis chargée d'information à l'UDAF 44 et j'interviens sur le site Aidant 44 avec ma collègue Caroline Cornu, qui est plus particulièrement chargée de l'administration du site. Moi, j'interviens également sur la ligne d'information et d'orientation qui est associée au site Aidant 44. Donc, le site Aidant 44 est porté par l'UDAF de Loire-Atlantique avec le soutien du conseil départemental. Donc, juste une petite précision pour vous donner des informations sur ce qu'est l'UDAF. Donc, l'UDAF, c'est un regroupement d'associations familiales qui a pour mission de représenter les familles, de représenter la parole des familles, de faire remonter les besoins qu'ont les familles sur le département. Donc, l'UDAF de Loire-Atlantique, c'est à peu près 250 bénévoles qui sont présents sur environ 200 instances départementales. Donc, l'UDAF, c'est aussi des services, donc des services d'accompagnement social et c'est aussi particulièrement connu pour ses services de protection juridique des majeurs. Hein, donc, une mission par des associations et une mission de soutien et d'accompagnement social pour les services là qui sont animés par des professionnels. C'est donc à travers les remontées de ces bénévoles et de ces professionnels des services qu'on a pu repérer un besoin d'information destiné aux aidants. Et c'est dans ce cadre-là, par rapport à ces remontées d'informations du besoin de ces familles aidantes, que le site internet Aidant 44 a vu le jour en 2018. Donc ce site, il a pour objectif de centraliser l'information destinée aux aidants sur le département de Loire-Atlantique. Donc de centraliser, de répertorier toute association, toute actualité, réalisation à destination des aidants. Hein, c'est vraiment l'objectif de centraliser l'information qui va pouvoir répondre aux besoins des familles et des proches aidants. C'est aussi un moyen, hein, le site Aidant 44, pour les professionnels et les bénévoles de promouvoir leurs actions ou les manifestations qu'ils peuvent proposer sur le département et qui va pouvoir répondre à l'attente des aidants. Hein, donc voilà, un lieu vraiment qui va centraliser l'information à destination des aidants. Donc en 2020, afin de compléter l'outil de communication et d'information, on a créé une ligne téléphonique où on va pouvoir guider les aidants sur le site internet. Hein, pour des aidants qui sont moins à l'aise avec l'outil informatique, on a une ligne d'information qui est ouverte du lundi au vendredi et qui va permettre effectivement de guider les aidants dans leur recherche d'informations sur notre site. À travers effectivement ces communications, ces échanges avec les aidants, on a pu repérer beaucoup de questionnements sur le droit des aidants, le statut des aidants, le droit des aidants salariés. Et c'est pourquoi on a souhaité mettre en place ce webinaire aujourd'hui. Hein. Donc l'objectif, c'est effectivement de répondre à ces questions sur le statut des aidants, sur les droits que peuvent avoir les aidants qui travaillent, hein, et puis aussi toutes les aides financières qui peuvent exister. Donc nous remercions Céline Bouillot, qui est donc chargée de mission à l'UNAF, qui a accepté d'intervenir aujourd'hui sur cette thématique. Je vais donc lui laisser la parole. Elle va faire la présentation et animer ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure ou en fin d'intervention. Voilà, Céline, je te laisse la parole. Merci
Merci Carole. Bonjour à toutes et tous. Je vous propose de partager mon écran. J'ai fait un petit support de présentation qui pourra bien entendu vous être adressé, je pense, Carole, hein. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Alors, n'hésitez C'est bon, surtout c'est bon, pas. ouais, on voit bien. Ok. N'hésitez surtout pas, hein, du coup, à me poser vos questions au fur et à mesure de la présentation ou à les mettre dans le chat et Carole pourra m'interrompre aussi pour poser les questions parce que moi, du coup, je ne vous vois plus. Donc, ma présentation va s'articuler autour de plusieurs blocs. Le premier bloc va porter sur les droits au congé. Je ferai ensuite une autre partie plutôt sur les droits à la retraite. Ensuite, plutôt sur le type d'aide financière que vous pouvez solliciter. Et enfin, je terminerai brièvement par le droit au répit. Alors, mon objet n'est pas forcément d'être exhaustive et de lister la totalité, mais là, c'est plutôt d'aller effectivement sur l'ensemble des droits qui sont proposés pour les aidants en emploi ou au chômage indemnisé, etc. Donc, vous allez beaucoup retrouver cette thématique dans mes slides. Donc, les droits au congé, trois types de droits que je vais vous présenter, le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale et le congé proche aidant. Alors, concernant le congé de présence parentale, son objectif, c'est de pouvoir assister un enfant qui est âgé de moins de 20 ans et qui va être soit gravement malade, soit en situation de handicap, soit qui a eu un accident et qui nécessite une présence soutenue et des soins contraignants par l'aidant, par le parent. Donc, il y a des conditions pour pouvoir avoir accès à ce congé. Il faut être salarié ou alors agent de la fonction publique ou demandeur d'emploi indemnisé. Il n'y a aucune condition d'ancienneté, donc c'est-à-dire que même si cela ne fait qu'un mois qu'on est en emploi, on peut bénéficier directement de ce congé de présence parentale. Et il y a un fractionnement du congé qui va être possible. Alors ce fractionnement, il va être un petit peu différent selon si on est salarié ou selon si on est agent de la fonction publique. C'est-à-dire que pour les salariés, le fractionnement, il peut être par demi-journée. Il peut être aussi transformé en temps partiel, ce congé. En revanche, pour ce qui est des demandeurs d'emploi, il n'y a pas de fractionnement possible, c'est-à-dire que le congé est pris en une fois. Et pour les agents de la fonction publique, il me semble que c'est pas des demi-journées, mais c'est une journée minimum qui doit être prise. Ensuite, il y a d'autres conditions, c'est que vous ne pouvez prendre que 22 jours maximum de congé par mois. Vous pouvez prendre ce congé dans une durée de 310 jours ouvrés sur une durée maximum de 3 ans. Sachant que ces 310 jours ouvrés, ils sont valables par enfant et par maladie ou par handicap ou par accident. Donc on peut avoir 310 jours pour un enfant et à nouveau 310 jours pour un autre enfant ou si le même enfant présente une autre maladie. Alors, la procédure pour pouvoir bénéficier de ce congé de présence parentale, eh bien, c'est déjà de prévenir son employeur. Et il faut prévenir son employeur au moins 15 jours avant la date de début du congé. Pour prévenir l'employeur, c'est bien d'avoir une signature. Donc, c'est-à-dire qu'il faut soit envoyer une lettre recommandée avec avis de réception, soit vous pouvez faire une remise en main propre contre des charges, c'est-à-dire contre une signature comme quoi l'employeur a bien reçu à telle date, c'est la date qui fait foi, hein, votre demande de congé de présence parentale. Et avec cette demande, il faut joindre certaines pièces justificatives et notamment un certificat médical qui va attester du coup de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap de l'enfant, qui va attester du fait que il est nécessaire d'une présence soutenue auprès de l'enfant et qu'il y a des soins contraignants à faire. Et puis, ce certificat médical doit préciser la durée prévisible du traitement et donc la durée prévisible du congé.
Et il est possible d'être indemnisé pour ce congé de présence parentale. Cette indemnisation, c'est l'allocation journalière de présence parentale, qui est donc d'un montant de 62,44 € par jour en 2023, et donc la moitié, 31,22 € si vous le prenez sur une demi-journée. Alors, il est possible de bénéficier d'un complément de 120,65 € à cette indemnisation. En fait, ce complément, c'est s'il y a des dépenses pour la santé de l'enfant qui vont être d'un montant égal ou supérieur à ces 120,65 €. Donc, c'est-à-dire que dans le cas où votre plafond enfin, vos ressources ne dépassent pas un certain plafond et que vous avez des dépenses de santé pour votre enfant plus importantes que les 120,65 €, dans ce cas-là, vous pouvez percevoir ce complément. Donc là, la demande, elle se fait auprès de votre CAF ou de votre MSA selon votre organisme de rattachement. Et vous pouvez faire un renouvellement de votre demande de congé de présence parentale. Et ce renouvellement, vous pouvez le faire même si c'est pour la même pathologie, le même handicap ou le même accident. Par exemple, vous pouvez faire une demande de renouvellement s'il y a une rechute de la maladie. Là, dans ce cas-là, votre droit au congé de présence parentale et votre droit à l'indemnisation, ils peuvent être réouverts. Attention, pour ce qui concerne l'indemnisation, la JPP, la réouverture de votre droit, en fait, elle va se faire, par contre, si ça concerne une rechute, elle va se faire en prenant en compte les droits que vous aviez déjà ouverts la première fois. Donc, c'est-à-dire que vont être déduits le nombre de jours d'AJPP que vous avez déjà perçus. Et autre information utile à savoir, c'est que votre AJPP, elle vous est versée le mois suivant le mois où vous avez donc pris votre congé. C'est-à-dire que si vous débutez votre congé en janvier, vous prenez 22 jours en janvier de congé de présence parentale indemnisé, eh bien, cette indemnisation vous sera versée début février. Voilà, il y a un petit décalage qui se fait. Et autre dernier point, sur cet AJPP, les deux parents peuvent en bénéficier en même temps. En revanche, il y a toujours cette limite des 22 jours par mois, ce qui fait que soit les parents peuvent prendre en même temps 11 jours, soit ils peuvent prendre en simultané l'un après l'autre, je veux dire 11 jours, mais si les deux parents prennent 22 jours de congé de présence parentale sur le même mois, il n'y aura que 22 jours indemnisés. Donc soit à l'un des parents, soit à l'autre, soit une répartition de ces 22 jours. Alors, ce congé de présence parentale, on ne peut pas le cumuler avec certaines prestations. Donc là, je vous ai mis toute la liste des prestations avec lesquelles on ne peut pas cumuler cet AJPP. Donc, on ne peut pas le cumuler avec les indemnisations des congés maternité, paternité, adoption, que ce soit dans le cas où vous soyez salarié ou indépendant. Il n'est pas cumulable non plus avec les congés maladie ou avec des indemnités d'accident du travail. Il n'est pas cumulable avec la pension de retraite ou une pension invalidité. Il n'est pas cumulable avec la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Il n'est pas cumulable non plus donc avec le complément et la majoration de l'AEH si il vous est versé pour le même enfant. C'est-à-dire que vous pouvez très bien bénéficier de la JPP pour un enfant et de l'AEH pour un autre enfant. Il n'est pas cumulable non plus donc avec l'AAH, l'allocation aux adultes handicapés, ni avec la prestation de compensation du handicap, et il n'est pas cumulable non plus avec l'indemnité chômage. Donc ça veut dire typiquement que si vous faites une demande d'AJPP et que vous êtes, je ne sais pas, au chômage, eh bien vos indemnités chômage seront suspendues le temps de votre AJPP. Si vous percevez l'AJPP et que vous devez à ce moment-là percevoir un congé paternité, dans ce cas-là, votre AJPP est suspendu le temps que vous percevez votre congé paternité. Voilà, il y a tout un jeu de non-cumul. Alors, je passe maintenant au congé de solidarité familiale. Donc là, l'objectif de ce congé, c'est de pouvoir assister un proche dont le diagnostic vital est engagé ou qui est en phase avancée ou terminale d'une pathologie. Donc quand on dit un proche, là, c'est soit un membre de la famille, donc
un ascendant ou un descendant, quelqu'un de la fratrie, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous partagez le même domicile. Les conditions pour pouvoir en bénéficier, eh bien, là encore, vous pouvez être salarié, agent de la fonction publique, demandeur d'emploi indemnisé, mais vous pouvez aussi être travailleur indépendant. De même que le précédent congé, il n'y a pas de condition d'ancienneté, vous pouvez en bénéficier immédiatement. Et le congé peut être pris de manière continue ou fractionnée. Là aussi, sur le fractionnement, il y a des différences selon si vous êtes salarié ou agent de la fonction publique. Par exemple, pour les agents de la fonction publique, les périodes fractionnées, c'est au moins 7 jours d'affilée, 7 jours consécutifs. Concernant ce congé, il est aussi possible de le transformer en temps partiel. Voilà. Et à savoir que ce congé de solidarité familiale, il est bien considéré comme du temps de travail effectif. Donc, pendant que vous êtes en congé de solidarité familiale, vous continuez à accumuler vos droits au congé, vos droits tout ce qui concerne vos congés annuels, maladie, maternité, etc. Hein. C'est du travail effectif, donc ça ne réduit pas, c'est bien pris en compte comme du temps de travail effectué. La durée de ce congé, eh bien, elle est de 3 mois renouvelable une fois, donc 6 mois maximum. Là encore, vous avez une procédure hein, pour pouvoir en bénéficier. Vous avez un délai de prévenance à votre employeur qui est de 15 jours avant le début de votre congé. Ce délai de prévenance, il peut être supprimé, il peut tomber en cas de situation d'urgence. Et donc là, c'est le médecin, en fait, qui va justifier le caractère d'urgence qui nécessite une présence immédiate euh, aux côtés de votre proche. Donc, Alors, excuse-moi Céline, je oui. me permets de t'interrompre. Nous avons une question. Est-ce que la JPP est renouvelable au-delà des 310 jours? Alors, il y a eu un décret qui est passé. Au-delà des 310 jours, il est possible de refaire une demande. Là encore, ça va être du coup via le médecin qui va devoir justifier, attester du fait que, bah voilà, par exemple, la maladie, il y a une rechute ou il n'y a pas d'amélioration. Et donc, on peut à nouveau recharger, on va dire, ce droit pour refaire une demande. Euh, c'est pas automatique et c'est pas forcément toujours accordé. Voilà. Merci. Ça va vraiment Merci dépendre pour là de l'information. votre situation. Euh, Vous pouvez refaire une demande, c'est le cas de la rechute. Euh, mais ça dépend si vous avez. En fait, il y a la problématique de est-ce que sur votre droit de l'allocation, de l'indemnisation, pardon, est-ce que votre indemnisation, vous l'avez consommée en totalité lors de votre première période de congé de 310 jours ou non? Si vous avez consommé votre totalité d'indemnisation sur votre congé lors de votre première période de congé, vous ne pouvez pas redemander une AJPP pour la même maladie, le même handicap. Par contre, si votre période de congé n'est pas terminée dans les 310 jours, là, vous pouvez refaire une demande. Je ne sais pas si je suis claire. Ok, si, oui, je comprends effectivement la limite et la nécessité de renouveler selon la situation, une autre Voilà, situation éventuelle. c'est ça. On C'est-à-dire avait qu'il faut que également une... Pardon? il faut en fait que le médecin atteste que c'est soit un nouvel handicap, un nouvel accident ou une nouvelle rechute, soit que l'ensemble du droit n'ait pas été consommé que l'ensemble du droit à l'indemnité n'ait pas été consommé dans la période des 310 jours du congé. D'accord, très bien. Nous avions aussi une question. Si c'est accordé, c'est forcément 310 jours ou ça peut être moins? C'est une question qui nous est posée. Ça peut être moins. La demande d'indemnisation, là, elle se fait vraiment. Elle est pas. L'indemnisation ne vous est pas versée automatiquement. C'est-à-dire, c'est pas vous demandez le congé, vous avez l'indemnisation. C'est vous demandez le congé, vous demandez une indemnisation. Donc, vous pouvez faire le choix pour X ou Y raison de ne pas demander d'indemnisation. Si vous êtes euh, typiquement, si vous êtes deux personnes à vous occuper
de l'enfant, vous pouvez faire le choix qu'il n'y a qu'une seule personne sur les deux qui demande la JPP. D'accord. Nous avions aussi une question. Alors, j'ai peut-être pas bien compris la question, c'est la personne peut la reformuler. Nous posait la question, et pour le handicap, alors je pense que ce congé est ouvert pour les personnes qui accompagnent quelqu'un en situation de handicap, je suppose que Oui, c'était la question qui était posée. oui, D'accord. oui, oui. Ce congé est ouvert aussi pour les enfants qui présentent un handicap. Et là, c'est même condition, 310 jours pour un handicap. Et s'il y a un nouvel handicap qui, euh, qui est identifié ou qui est déclaré au cours de la période de 310 jours, dans ce cas-là, c'est un nouveau droit qui peut s'ouvrir. Donc un nouveau droit avec un nouveau droit à l'indemnisation de 310 jours. D'accord. Nous avions également une question. Est-ce que ça gèle les cotisations retraite, par exemple, et le droit au congé annuel, ce congé de solidarité familiale? Le congé de solidarité familiale? Oui, je pense que c'est la question qui est posée. C'est en lien avec le congé de solidarité familiale. D'accord. Alors, les droits à la retraite, alors, j'y reviendrai dans le paragraphe suivant parce que tous les congés que je vous présente ont effectivement un impact sur vos droits à la retraite. C'est-à-dire que normalement, quand vous percevez le congé de présence parentale ou le congé de solidarité familiale, vous ne cotisez plus en fait. Ce n'est pas considéré comme euh, enfin, vous ne cotisez plus pour vos droits à la retraite, donc vous ne bénéficiez pas du coup de trimestres cotisés pour la retraite. Néanmoins, il y a d'autres dispositifs qui sont mis en place pour pallier ça. Donc, si ça vous va, je vous les détaillerai dans la suite de ma présentation. J'y reviens après sur l'ensemble de ces dispositifs. Très bien. Alors, une dernière question. Oui. Quel est le bénéfice de la JPP au lieu de l'AEEH? Alors, je pense que les conditions d'attribution, on n'est pas sur le même type de soutien financier. On n'est pas du tout sur le même type de soutien financier, on n'est pas sur les mêmes durées non plus. Les conditions ne sont pas les mêmes. Là, moi, ce que je conseille de faire, c'est aussi de regarder, de faire son calcul, ce qui est le plus intéressant. Euh, selon la situation, selon les ressources gagnées, voilà. Le plus intéressant, peut être soit effectivement de s'en tenir à l'AEH, soit de demander un congé de présence parentale. Sachant Merci, c'est que bien. l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas cumuler les deux, mais par contre, vous pouvez bénéficier de l'AEH, ensuite demander un congé de présence parentale pour quelques mois ou pour un an ou 2 ans, et ensuite arrêter ce congé de présence parentale et de nouveau solliciter l'AEH. On ne peut pas avoir les deux en même temps, mais ça n'empêche pas de passer d'un système à l'autre. Merci. Ok, donc du coup sur le congé de solidarité familiale, je sais plus où je m'étais arrêtée, mais donc la durée de 3 mois renouvelable une fois, la procédure, oui, si je vous avais dit, et puis donc les pièces justificatives à fournir, effectivement, donc un certificat médical qui atteste que la personne aidée souffre d'une pathologie qui met en jeu le pronostic vital ou qu'elle est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. Il faut également mentionner la date de départ en congé et la durée prévue, estimée. Et puis, il faut préciser si on souhaite un fractionnement du congé ou si on souhaite la transformation en temps partiel ou non du congé. Et vous pouvez, là encore, renouveler votre congé. Par exemple, si vous aviez estimé que votre congé il va durer un mois et au final, vous vous rendez compte que non, il vous faudrait 2 mois. Dans ce cas-là, de nouveau, vous avez un délai de prévenance à l'employeur qui est de 15 jours et 15 jours avant le terme initial de votre congé, vous informez votre employeur que finalement, vous allez prolonger votre congé et la durée estimée de ce prolongement. Une autre question par rapport à ce congé de solidarité familiale. Le délai de Oui, prévenance est systématiquement de 15 jours, quelle que soit la situation de la personne en fin de vie. alors non, s'il y a une urgence, si le médecin atteste d'une urgence, d'un caractère d'urgence absolue, dans ce cas-là, on peut faire sauter le congé peut débuter du jour au lendemain. D'accord, très bien. Donc là, c'est charge au médecin. Enfin voilà, faut voir avec votre médecin, mais c'est le médecin qui va indiquer que la présence de l'aidant, c'est tout de suite. On ne peut pas attendre les 15 jours.
D'accord, merci. Donc, ce congé, il peut être aussi indemnisé. Il a une indemnisation de 21 jours maximum par mois à hauteur de 60,55 € par jour. Je vous alerte sur le fait que pour le moment, ce congé, il n'est indemnisé que si la personne que vous accompagnez, elle est à domicile au moment où vous faites la demande de l'allocation. Quand on dit à domicile, c'est entendu au sens large. Ça peut être son domicile, ça peut être chez vous, le domicile de l'aidant, mais ça peut être aussi en EHPAD ou en établissement médico-social. Enfin, c'est hors hospitalisation. Voilà. À partir du moment où la personne va être hospitalisée, vous pouvez demander le congé de solidarité familiale, mais vous ne pouvez plus avoir l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Par contre, si vous demandez la JPA au moment où la personne que vous accompagnez, elle est à domicile, on vous dit, OK, vous pouvez percevoir la JPA. Donc, vous commencez à la percevoir. Puis, quelques jours après percevoir la JPA, la personne, elle est hospitalisée. Vous continuez de percevoir cette allocation. Donc, vraiment, là, c'est bon, c'est une curiosité dans la mise en œuvre de la mesure, hein, mais l'allocation, là, elle n'est versée que si au moment de la demande, la personne est à son domicile. Et là, vos interlocuteurs pour bénéficier du congé de solidarité familiale, ça va être votre CEPAM et puis le Centre national de gestion des demandes d'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Donc, sur Internet, hein, si vous tapez le sigle CNAJAP, vous trouverez le formulaire qui vous permet de faire la demande de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Là encore, vous avez des règles de non-cumul de cette indemnité. Vous ne pouvez pas le cumuler donc avec les indemnisations des congés maternité, paternité, adoption, hein, salariés ou indépendants, non plus avec l'indemnisation des congés maladie, accident du travail. Vous ne pouvez toujours pas le cumuler avec la prestation partagée d'éducation de l'enfant, ni avec les indemnités chômage. Donc là, même système que pour l'allocation journalière de présence parentale, hein. Il y a un des deux droits qui est une des deux indemnités qui est suspendue le temps que vous touchez une de ces indemnités. Et enfin, j'en viens au dernier type de congé que vous pouvez solliciter, c'est le congé proche aidant. Le congé proche aidant, lui, il a pour objectif de permettre de cesser son activité professionnelle pour accompagner un membre de sa famille qui justifie d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%. Et qui bénéficie de l'APA au titre d'un classement d'un GIR 1 à 4, ou récemment, ça a été élargi aux personnes qui bénéficient de la majoration pour tierce personne ou de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne. J'insiste sur le fait que ici, ce congé il s'adresse aux personnes qui accompagnent un membre de leur famille, puisque là, on est vraiment dans le cas où la personne aidée, c'est un conjoint, un parent, un enfant, un grand-parent, un frère, une sœur, une tante, un oncle, les cousins, neveux, nièces, etc., ou la personne avec laquelle on vit en couple. Donc là, il faut vraiment un lien familial. Les conditions pour en bénéficier, c'est être salarié, fonctionnaire, travailleur indépendant ou demandeur d'emploi. La personne que vous accompagnez doit résider en France. Et là encore, vous allez pouvoir fractionner ce congé ou le prendre à temps partiel. Toujours sur le fractionnement, une différence pour les fonctionnaires. Pour les fonctionnaires, le fractionnement, c'est un jour minimum, alors que pour les autres, ça peut être par demi-journée. Ce congé, il est d'une durée de 3 mois et on peut le renouveler dans la limite d'1 an sur l'ensemble de la carrière professionnelle. Il y a là aussi un délai de prévenance à l'employeur qui est plus long que pour les précédents congés. Là, c'est 1 mois. Alors là aussi, par contre, on a ce délai de prévenance, il peut sauter. C'est-à-dire que vous pouvez le commencer du jour au lendemain s'il y a un caractère d'urgence. Et caractère d'urgence, donc qui peut être par exemple lié à une dégradation soudaine de l'état de santé de la personne que vous accompagnez. Mais il peut aussi sauter si vous justifiez qu'il y a une situation de crise qui va nécessiter une action urgente de la part de l'aidant.
Et puis, dernier point aussi ici qui peut faire qui peut débuter immédiatement. Je vais dire, c'est un cas particulier en fait de cette situation urgente dont je vous parlais précédemment. C'est par exemple si vous avez une cessation brutale de la prise en charge de l'hébergement de la personne que vous accompagnez. Si l'établissement où était hébergée la personne que vous accompagnez, ben, du jour au lendemain vous dit bah, je ne peux plus le prendre en charge, ça nécessite effectivement une prise en charge immédiate du congé proche aidant. Donc, pour pouvoir prendre ce congé, vous devez fournir une déclaration sur l'honneur du lien familial que vous avez avec la personne que vous accompagnez. Vous devez déclarer aussi si vous avez déjà pris un congé proche aidant et si oui, quelle est sa durée, quelle a été la durée que vous avez prise. Et enfin, vous devez également justifier du taux d'incapacité de la personne que vous accompagnez, donc au moins 80%, ou alors de l'attribution de l'APA au titre des GIR 1 à 4. Et comme pour le précédent congé, si vous avez estimé une durée du congé qui est insuffisante et que vous avez besoin de renouveler le congé, là encore, vous avez un délai de prévenance de 15 jours pour le renouvellement. Et même chose, si le renouvellement c'est lié à une situation d'urgence ou à une dégradation de santé soudaine, là aussi, le délai de prévenance de 15 jours, il tombe. Nous avions une question sur la façon dont étaient décomptés les jours de congé proche aidant. Est-ce donc, Oui, tu disais Céline que dans la fonction publique, c'était obligatoirement une journée entière, mais si on est salarié du secteur privé, on peut décompter ces jours de congé proche aidant en demi-journée, c'est bien ça? c'est ça. Voilà. Et donc, du coup, s'il y a une possibilité de poser à la demi-journée, cette période de 3 mois, elle est doublée ou ça ne change rien? On passe sur du temps partiel, donc du coup, on est toujours sur une période de 3 mois. Alors, Je ne sais la pas si je suis durée, claire dans ma c'est... question. Alors, Oui. oui, je comprends tout à fait la question. La durée de 3 mois, ça ne veut pas dire que vous prenez, vous avez droit à une demi-journée par semaine pendant 3 mois. C'est-à-dire qu'au total, le nombre de jours total de prise de congé, c'est 3 mois, dans la D'accord. limite d'un an. Donc, ça veut dire que ces 3 mois, c'est quoi? En fait, c'est 66 jours. Donc, après, si vous prenez une demi-journée par semaine, bah, vous voyez que ça peut s'étaler, par exemple, sur plusieurs années, en fait. D'accord. Oui, donc ça tombe. D'accord. Très bien. Mais c'est, voilà, le nombre de jours, enfin, en cumulé, que vous preniez une demi-journée ou des journées, vous ne pourrez pas dépasser 66 jours renouvelables dans la limite d'un an. D'accord. Mhm. Hein, Nous donc, avions ce qu'il aussi. faut. Oui. Je t'en prie, continue, peut-être pas Non, fini la non, dernière je veux question. dire, du coup, la façon dont vous allez prendre votre congé, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, in fine, vous avez un an maximum de congé proche aidant que vous pouvez prendre sur l'ensemble de la carrière. Et après, cette année, elle va pouvoir être étalée sur plusieurs années en fonction de Mhm. la façon dont vous allez dispatcher ce congé. D'accord. Nous avions également une question. Si la personne aidée est sous tutelle ou curatelle, alors est-ce qu'il est possible de bénéficier du congé proche aidant? Mais je pense qu'il faut, c'est pas la mesure de protection en elle-même qui va permettre d'avoir le congé proche aidant, c'est la situation, je suppose, de la personne qui est sous mesure de protection. C'est ça. C'est-à-dire que si la personne alors, le fait d'être sous mesure de protection n'empêche pas de prendre un congé proche aidant. Par contre, il faut respecter les conditions que je vous mentionnais, c'est-à-dire il faut que la personne qui est sous mesure de protection, soit elle bénéficie de l'APA au titre d'un classement GIR 1 à 4, soit elle ait un taux d'incapacité de 80% ou plus. D'accord. Une autre question, on a beaucoup de questions, alors je continue sur la liste des Oui, questions que pas de nous souci. avons. Que se passe-t-il si un salarié est en arrêt maladie alors qu'il était prévu qu'il ait une demi-journée de congé proche aidant? Congé Alors proche là, aidant à temps partiel. là, Est-ce deux que ça... possibilités. Ouais, Hmm. là, deux possibilités, c'est soit le salarié. Alors, pour le congé maladie, ce qui va se passer le plus. Enfin, tout dépend si vous avez un congé proche aidant indemnisé ou non indemnisé. Si vous avez un congé proche aidant
indemnisé et que vous êtes en congé maladie, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas recevoir votre indemnisation, votre allocation journalière du congé proche aidant. Elle va être suspendue. Vous n'allez pas la percevoir. Si vous êtes en congé proche aidant non indemnisé, dans ce cas-là, il faut bien préciser à votre employeur que vous suspendez votre congé proche aidant. La suspension n'est pas forcément automatique. Donc là, il faut préciser, comme vous êtes en congé maladie, que vous suspendez votre congé proche aidant parce que vous êtes en congé maladie. D'accord. Avec l'indemnisation, le fait d'être indemnisé, ça fait qu'il y a certains automatismes qui peuvent se faire plus facilement. Donc, le fait d'être indemnisé fait que, vous touchez votre indemnité maladie. Vous ne pouvez pas en même temps toucher l'allocation journalière du congé proche aidant. Donc, il y en a une des deux qui va être suspendue. Très bien. On nous demande également si l'allocation, la JPA, est soumise à condition de ressources. Alors, la JPA n'est pas soumise à condition de ressources. Quiconque prend un congé proche aidant peut percevoir, donc quiconque arrête de travailler ou transforme en temps partiel ou en fractionnement, peut bénéficier de l'allocation journalière du congé proche aidant. D'accord, très bien. C'était bon sur les questions? Je pense, oui, là, on a répondu à toutes les questions pour l'instant. Ok. Très bien, merci. Alors, effectivement, il n'y a pas de condition de ressources pour la JPA, mais par contre, vous avez un nombre maximum de jours par mois. Vous avez 22 jours par mois maximum. Et puis, à savoir que cette indemnisation, hein, elle est beaucoup plus courte que la durée du congé en elle-même, puisque l'indemnisation, elle se fait sur 66 jours maximum. Donc, à partir du moment, vous pouvez prendre un congé proche aidant qui sera sur 1 an, mais vous ne pourrez être indemnisé que sur 66 jours. Il y a une évolution prochaine à venir hein, en 2025 qui a été actée là dans la loi de financement de la sécurité sociale. C'est le fait d'avoir un droit à cette indemnisation qui est rechargeable par personne aidée. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir 66 jours d'AJPA, mais ces 66 jours, ils seront par personne aidée. Donc, vous pourrez bénéficier, par exemple, de 66 jours d'AJPA pour votre enfant, puis vous pourrez bénéficier de 66 jours d'AJPA pour votre conjoint. Voilà, c'est un exemple. Ce n'est pas encore le cas, mais c'est une évolution à venir. Et là, votre interlocuteur, hein, pour pouvoir bénéficier de votre allocation, c'est la CAF. Donc, toutes les démarches se font auprès de la CAF ou de la MSA. Je ne l'ai pas mis, mais si vous êtes rattaché à la MSA, bien sûr, vous passez par votre caisse de MSA. Là encore, vous avez des règles de non-cumul. Donc, on retrouve hein, principalement les mêmes que ce que je vous ai mentionné pour les précédents congés. Donc, congé maternité, paternité, adoption, retraite, invalidité, prestation partagée d'éducation de l'enfant, le complément, la majoration de l'AEH, l'AAH, la PCH, l'indemnité chômage. Les deux précédentes indemnisations dont je vous ai parlé, hein, pour le congé de présence parentale et le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, on peut pas cumuler avec ces indemnisations. Et puis, pour percevoir le congé proche aidant, vous ne pouvez pas être rémunéré par la personne que vous accompagnez au titre de la PCH ou au titre de l'APA. Donc, il faut pas de rémunération. Enfin, dernier point important à vous dire sur ces congés, c'est que ces 3 congés, ce sont des droits. Ce qui signifie que ces congés ne peuvent pas être refusés ou reportés par l'employeur. L'employeur ne peut pas vous dire non sur ce congé et il ne peut pas vous demander de modifier la date que vous avez demandée, sauf si vous ne respectez pas le délai de prévenance, bien sûr. Donc, en cas de refus non justifié, dans ce cas-là, vous pouvez solliciter le conseil de prud'homme. Le conseil de prud'homme, en fait, c'est une instance qui va régler les litiges individuels entre l'employeur et le salarié du privé.
Donc, comment on saisit le conseil du prud'homme? Ben, soit on fait une demande sur papier libre, soit il y a un formulaire en ligne que vous pouvez trouver hein, en tapant conseil de prud'homme sur Internet. Et il suffit en fait là de donner vos coordonnées, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, la date de naissance, votre adresse, de donner les coordonnées de votre employeur, le nom, prénom, l'adresse, et puis d'exposer votre demande et de joindre les pièces justificatives si jamais il y en a. Voilà. Par contre, ce que l'employeur peut refuser, c'est le fractionnement ou la transformation en temps partiel de votre congé. Donc, il ne peut pas refuser le congé, il peut refuser les modalités, par contre. Et enfin, ces 3 congés, ils ouvrent droit à ce qu'on appelle l'affiliation à l'assurance vieillesse aidant. Et donc, ça, c'est les droits à la retraite. Et donc, c'est ce vers quoi j'en viens maintenant. Vous avez 3 types de droits à la retraite. Vous avez l'assurance vieillesse aidant, qu'on appelle AVA, la majoration de durée d'assurance, MDA, et puis la possibilité de partir à taux plein à 65 ans, même si vous n'avez pas le nombre de trimestres de cotisation nécessaires. Alors, je commence par l'affiliation à l'AVA. Donc, l'AVA, qu'est-ce que c'est? En fait, ça vous permet de valider des trimestres pleins de retraite sur des périodes où vous n'avez pas travaillé ou sur des périodes où vous avez travaillé à temps partiel uniquement. Alors, pour qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux aidants qui accompagnent une personne qui a un taux d'incapacité d'au moins 80%. Ça s'adresse aussi aux aidants qui accompagnent leur enfant qui est éligible au complément d'AEH. Donc, même s'il y a un taux d'incapacité inférieur à 80%, hein, du coup. Ça s'adresse aux aidants qui ont touché l'allocation journalière de présence parentale et aux aidants qui ont touché l'allocation journalière proche aidant. Donc, vous voyez qu'ici, il manque les aidants qui prennent le congé de solidarité familiale, par exemple. Eux, ils n'ont pas d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des aidants. Et enfin, ça s'adresse aussi aux aidants qui ont pris le congé proche aidant non indemnisé. Parce que vous vous rappelez, hein, la JPA, c'est 66 jours, mais le congé proche aidant, c'est 1 an. Donc, même s'il n'est pas indemnisé, vous pouvez avoir cette affiliation gratuite à l'AVA. Par contre, il faut que l'aidant n'ait pas travaillé ou qu'il ait travaillé à temps partiel seulement. Et le temps partiel, c'est défini hein, par un revenu plafond. En 2023, par exemple, le revenu, il fallait qu'il soit inférieur à 2 309,58 € par mois. Et les cotisations, quand on vous affilie en fait à cette assurance, on part du principe comme si vous cotisiez au niveau du SMIC. Alors, cette affiliation à l'AVA, elle va être automatique pour les bénéficiaires qui touchent des prestations. Donc, pour ceux qui ont l'allocation journalière de présence parentale, pour ceux dont l'enfant touche l'AEH, pour ceux dont le proche touche la PCH et pour ceux qui touchent l'allocation journalière proche aidant, vous n'avez rien à faire. Automatiquement, vous êtes affilié à l'assurance vieillesse des aidants. Pour les autres, si vous ne touchez pas de prestations, eh ben, il va falloir en faire la demande auprès de votre CAF ou de votre MSA. Donc là encore, vous trouvez hein, les formulaires en ligne sur le site de la CAF ou de la MSA. Vous avez ensuite un autre dispositif qui s'appelle la majoration de durée d'assurance. Alors, vous le savez peut-être que par exemple, le fait d'élever un enfant ou le congé maternité donne droit à des trimestres supplémentaires. Et ben, c'est la même chose quand on est aidant. On a le droit à avoir des trimestres supplémentaires. Donc, ces trimestres supplémentaires, ils sont cumulables justement avec toutes les autres majorations qui existent, c'est-à-dire la majoration pour maternité, pour adoption, la majoration pour éducation de l'enfant, la majoration pour le congé parental. Voilà. Tout ça, vous pouvez le cumuler avec la majoration de durée d'assurance en cas de situation d'aide. Et en fait, ça joue sur quoi? Ça joue sur le nombre de trimestres qui est pris en compte pour savoir si vous avez le droit ou non à une retraite à taux plein. C'est-à-dire que cette majoration de durée d'assurance, elle va vous donner des trimestres supplémentaires, mais elle n'augmente pas le montant de votre pension de retraite. D'accord? Par contre, elle augmente le nombre de trimestres que vous avez.
Et c'est le nombre de trimestres qui détermine si vous partez avec une retraite à taux plein ou pas. Donc, qui peut bénéficier de cette MDA? Eh bien, ce sont tout d'abord les parents d'enfants en situation de handicap. Donc, les parents d'enfants en situation de handicap, ils peuvent bénéficier de maximum 8 trimestres supplémentaires pour chacun des parents et ils acquièrent un trimestre par période de 30 mois de situation d'aide. Donc, chaque parent se voit bénéficier de un trimestre en plus tous les 30 mois de situation d'aide dans la limite de 8 trimestres. Et il faut, pour pouvoir avoir cette MDA, que l'enfant perçoive l'AEH et son complément ou que l'enfant perçoive la PCH. Maintenant, pour les aidants d'un adulte, donc plus de 20 ans, en situation de handicap. Là aussi, il y a une limite de 8 trimestres supplémentaires maximum. Là encore, c'est un trimestre par période de 30 mois, mais c'est 30 mois consécutifs de situation d'aide, ce qui est un peu différent du cas précédent. Donc, un trimestre par période de 30 mois consécutifs. Il faut justifier d'un taux d'incapacité d'au moins 80%. Il faut que l'aidant ait cessé complètement son activité professionnelle. Donc là, c'est pas de temps partiel ni de fractionné. Et il faut que l'aidant ait un lien familial avec la personne aidée. Des conditions assez restrictives. Et enfin, vous avez un dernier dispositif pour le droit à la retraite. C'est le départ à taux plein à 65 ans. Alors là, peuvent bénéficier, donc départ à taux plein à 65 ans, même si vous n'avez pas le nombre de trimestres qui vous permettrait de partir à taux plein. Alors là, qui peut en bénéficier? Eh ben, c'est tous ceux qui ont bénéficié d'un trimestre de majoration de durée d'assurance pour un enfant en situation de handicap, ce que je vous ai présenté juste avant, ou ce sont les personnes qui ont accompagné un proche qui percevait la PCH et qui ont cessé leur activité professionnelle pendant 30 mois consécutifs. Alors, s'il n'y a pas de questions sur les droits à la retraite, je peux passer à la thématique des aides financières. Alors, nous avions des questions sur les droits à la retraite, mais on se disait qu'on les poserait peut-être à la fin de l'intervention pour que tout le monde puisse avoir accès à ta présentation. Ok. Les gens sont pris par le temps et on prendra le temps de répondre aux questions en fin d'intervention du coup. Ok, je vais essayer d'aller rapidement. Ça va aller plus vite sur la fin. Sur les aides financières, je vais vous présenter 3 volets. Les aides qui sont dédiées spécifiquement à l'aidant, les aides qui sont versées pour la personne aidée, je passerai rapidement parce que je pense que c'est des choses que vous connaissez déjà peut-être un peu plus. Et puis les aides indirectes où je passerai peut-être un petit peu plus de temps. Les aides financières pour l'aidant, j'y reviens pas sur les 3 types d'indemnisation, d'allocation que vous pouvez toucher suite au congé. Je voulais juste vous faire penser à solliciter votre mutuelle ou votre caisse de retraite complémentaire, la GIRC-ARCO par exemple, parce qu'ils ont des services d'action sociale et dans leur action sociale, ils ont souvent des dispositifs de soutien et d'aide aux aidants. Et vous pouvez en bénéficier, alors soit par votre mutuelle ou votre caisse de retraite complémentaire directement, mais aussi via la mutuelle ou la caisse de retraite complémentaire de la personne que vous accompagnez. Et donc, ça peut consister en tout un tas de choses. Ça peut être des aides financières individuelles à l'adaptation du logement. Ça peut être aussi des aides à l'autonomie à domicile ou à l'hébergement, du soutien psychologique, du répit, des séjours répit, du relayage. Ça peut être aussi des choses pour les jeunes aidants, donc pour la fratrie, etc., etc. Donc là, c'est vraiment juste un point d'alerte. Chaque mutuelle et chaque caisse de retraite ont des dispositifs différents, mais voilà, juste pensez aussi à se renseigner auprès de ces 2 acteurs. Concernant les aides financières pour la personne aidée, vous avez l'allocation pour l'autonomie, la prestation de compensation handicap et l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. J'y reviens pas, vous avez différents systèmes, notamment à l'intérieur de la PCH, où vous pouvez être dédommagé ou salarié en fonction de votre situation. Donc, je reviens pas, je pense qu'il y a aussi pas mal de choses sur le site internet Aidant 44. Donc, je passe rapidement pour pouvoir laisser de la
place aux questions. Sur les aides financières indirectes, là, c'est des dispositifs qui sont peut-être un petit peu moins connus, donc je m'attarde un tout petit peu plus. Vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile ou au domicile de la personne que vous accompagnez si cette personne a plus de 60 ans. Et donc, ce crédit d'impôt, il est de 50% des dépenses payées dans l'année, dans la limite de 12 000 euros. Euh, donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Par contre, ce crédit d'impôt, il ne peut être sollicité que pour des services à caractère familial ou ménager. Et ensuite, vous avez une autre type d'aide financière indirecte qui va être une déduction fiscale. Et alors, vous avez deux types de déduction fiscale. Vous avez une déduction fiscale des frais d'accueil chez vous de la personne de plus de 75 ans donc, que vous hébergez à votre domicile. La limite, c'est qu'il faut que cette personne que vous hébergez, ce ne soit pas un parent ou un grand-parent. Et cette déduction des frais d'accueil, elle est limitée à un plafond. Et là, en fait, vous allez pouvoir faire entrer dans ces frais d'accueil tout ce qui concerne, par exemple, le logement, la nourriture, etc. Mais il faut pouvoir justifier de ces frais. Donc, il faut garder les tickets de caisse, typiquement. Euh, et ensuite, vous pouvez aussi bénéficier d'une déduction fiscale au titre des pensions alimentaires que vous versez pour un de vos parents ou vos grands-parents. Voilà, donc deux dispositifs en fonction de si la personne accueillie, donc là c'est plutôt pour aidant de personnes âgées, deux dispositifs en fonction du lien familial, on va dire, de la personne que vous accompagnez. Et enfin, vous avez une autre aide financière indirecte qui sont les CESU préfinancés. Alors les CESU, qu'est-ce que c'est? C'est des titres de paiement, c'est comme un chèque ticket resto qui va être en fait délivré et financé euh, donc en totalité ou en partie par votre employeur ou le comité d'entreprise ou votre mutuelle ou votre caisse de retraite ou même le conseil départemental. Voilà. Et en fait, ce ticket, ce chèque, il va vous permettre de payer certaines prestations. Donc, payer par exemple les prestations d'aide à domicile pour les personnes qui bénéficient de l'APA. Payer les frais de transport des taxis, des bénéficiaires de l'APA ou des PCH. Ou encore payer des prestations de service à la personne agréée. Voilà sur les aides financières. Et le droit au répit. Alors là aussi, je vais être très rapide parce que le droit au répit, en termes de droit à proprement parler, il y a peu de choses qui existent encore. Vous avez principalement deux droits au répit aujourd'hui. Vous avez une enveloppe répit qui est compris dans le plan APA. Donc en fait, vous avez une partie de l'APA qui peut financer du temps de répit. J'insiste bien que c'est bien dans le plan de base de l'APA que vous avez une enveloppe répit qui est prévue. Donc, c'est-à-dire qu'au moment de l'évaluation à domicile par l'équipe médico-sociale APA, vous pouvez faire intégrer le fait qu'il y a un aidant et qu'il faut prévoir une enveloppe répit pour cet aidant. Et ensuite, si le plafond du plan d'aide APA il est atteint, vous pouvez bénéficier d'une enveloppe supplémentaire de répit dans la limite de 540 euros. Donc, vous avez une enveloppe répit dans le plan de base et ensuite une majoration possible quand le plan d'aide atteint au niveau du plafond. Et vous pouvez également bénéficier d'une enveloppe en cas d'hospitalisation de l'aidant. Donc là, il s'agit d'une aide ponctuelle. Si votre proche perçoit l'APA et que vous devez être hospitalisé, vous avez une aide ponctuelle dans la limite de 1073 euros qui peut être accordée par hospitalisation. Là, il faut en faire la demande au conseil départemental et il faut prévenir le conseil départemental un mois avant la date prévue de l'hospitalisation. Bien sûr, cette limite d'un mois, elle saute si vous devez être hospitalisé en urgence, là, c'est un autre canal qui se met en place. Et puis, vous avez un droit au répit qui est également inscrit au sein de l'AEH et de la PCH. Donc là, c'est pareil, c'est au moment de la définition du plan d'aide que vous faites inscrire une enveloppe. L'équipe médico-sociale, elle inscrit à ce moment-là une enveloppe répit. Donc, bien penser à déclarer qu'il y a un aidant présent pour que cette enveloppe répit puisse être déclenchée. Voilà, je vous propose d'arrêter le partage de l'écran, comme ça je pourrais
vous voir et répondre Merci aux questions. Céline. Effectivement, on est juste dans les temps, c'est parfait. Mais on a beaucoup de questions, donc on va maintenant effectivement poser les questions qui ont été notées sur le chat. De toute façon, certaines personnes ont dû nous quitter avant la fin avant la fin du webinaire, donc on enverra de toute façon le lien de cette visio, donc vous aurez accès à toute l'information. On a une question sur la JPA. Pour accompagner une personne aidée aux rendez-vous médicaux, je prends de 5 à 10 jours par an pour accompagner cette personne. Est-il possible de renouveler la demande de la JPA tous les ans? Alors, si la personne que vous accompagnez aux rendez-vous médicaux, elle rentre bien dans les critères, c'est-à-dire les critères de GIR ou enfin, d'APA avec le GIR 1 à 4 ou de taux d'incapacité, effectivement, tous les ans, si vous avez besoin de votre congé, de le prendre que 4 jours par an et de prendre 4 jours par an un congé indemnisé, hein, d'avoir la JPA 4 jours par an, il est possible d'en faire la demande tous les ans de ces 4 jours. À chaque fois que vous allez faire cette demande, il faudra préciser, bah voilà, l'année 2 de votre demande, vous allez dire, bah, l'année dernière, j'ai consommé 4 jours de congé proche aidant et j'ai consommé 4 jours d'AJPA. En année 3, du coup, vous direz, j'ai consommé 8 jours de congé proche aidant et 8 jours d'AJPA. Et vous pourrez continuer ainsi jusqu'à la limite de l'AJPA qui est de 66 jours. D'accord, très bien. On nous pose également une question par rapport au congé proche aidant. Pourquoi n'est-il pas renouvelable pour les ALD, affection longue durée, ou handicap avec une incapacité automatique à 80%? Alors, pour les, pour les ALD, alors tout ce qui est la partie sur aidant qui accompagne un proche malade, malheureusement, à ce jour, il n'y a rien qui est prévu pour eux et ils n'entrent pas dans les cases des différents congés. Enfin, en tout cas, pas dans la case du congé proche aidant, puisque bah, souvent, personnes malades, ils n'ont pas forcément de reconnaissance d'un taux d'incapacité ou ils perçoivent pas l'APA. Donc, on a cette problématique-là. Après, sur une autre partie de la question, Carole, il me semblait Alors, pourquoi il n'y a pas c'était de pourquoi renouvellement on peut automatique quand on automatique, est voilà, du 80%. fait que quelqu'un soit, par exemple, la personne cite l'exemple d'une trisomie, pourquoi ça n'y a pas de renouvellement possible alors qu'effectivement la pathologie est existante? Alors, sur le congé proche aidant, en fait, il n'y a pas de renouvellement automatique parce que c'est laissé à la demande de l'employé. Enfin de l'employé, du salarié ou du travailleur indépendant ou du travailleur, enfin ou de la personne au chômage indemnisé. Là, l'idée, c'est vraiment, comme tout type de congé, il faut en faire la demande pour en bénéficier, mais comme quand on veut enfin, poser des congés annuels classiques ou des RTT. Donc, il faut en faire la demande avec une durée prévisionnelle et ensuite bah, prolonger la durée. Euh, Habituellement, le congé proche aidant, effectivement, c'est 3 mois renouvelables. Donc, la première demande, elle ne peut être que de 3 mois. Vous savez d'ores et déjà que ces 3 mois, vous allez les renouveler. Vous pouvez, dès le début de votre congé, au bout d'un mois de votre congé, directement faire la demande de renouvellement. Mais il n'y a pas de renouvellement automatique, malheureusement. Ouais. D'accord. Après, ce qui présente Euh, Oui. pour certains, l'avantage, c'est qu'il y a des moments, alors ça dépend le type de handicap, le type le niveau de dépendance, mais il y a des moments où l'aidant va avoir plus ou moins besoin d'être présent auprès de la personne. Donc, c'est-à-dire que ben, l'aidant, il va pouvoir aussi se dire, bah, sur les 2 mois qui viennent, je vais devoir être fortement présent, il me faut absolument les 2 mois en congé, mais par contre, il y a un mois où je vais avoir moins besoin de présence parce que j'ai un relais familial, parce que j'ai une solution d'hébergement temporaire, parce que X raison. Et donc, je ne vais pas poursuivre ce congé proche aidant, je vais l'interrompre pour un mois et puis bah, je vais le reprendre par la suite. D'accord. Nous avions également une autre question sur le délai de prévenance pour poser un jour dans le cadre de la JPP. Est-ce qu'il y a aussi une possibilité que ce délai de prévenance soit raccourci, puisse être plus court? Alors, dans le cas de la JPP, malheureusement, pas à ma connaissance. Le délai de prévenance, il reste de 15 jours et j'ai pas connaissance d'un début plus rapide possible.
D'accord. Alors, une question maintenant concernant l'adhésion à l'AVA. Est-on informé de cette adhésion ou on expliquait que c'était automatique? Recevons-nous une information? Est-ce qu'on va être contacté si la cotisation, si l'adhésion est effectuée? Alors, normalement, vous êtes censé recevoir effectivement un courrier. Céline, il y a une coupure. Oui, vous m'entendez? Voilà, c'est bon. Oui, ça y est, il y avait une coupure. Voilà, Alors, normalement, effectivement, vous êtes censé recevoir un courrier vous informant que vous êtes affilié à l'AVA. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez rien reçu, alors sachant que ça peut prendre un petit peu de temps, hein, ça se fait pas sous un mois, il peut y avoir 2 mois de délai, mais vous êtes censé recevoir un courrier vous en informant. Si ce n'est pas le cas, première chose à faire, c'est déjà aller voir sur votre espace de retraite, donc sur le site l'assurance-retraite.fr. Vous avez accès à votre tableau de bord des trimestres cotisés, etc. Donc, première chose à faire, c'est vérifier est-ce que sur mon tableau de bord apparaît bien des trimestres cotisés au titre de mes périodes d'arrêt où j'aurais dû être affiliée automatiquement à l'AVA. Là, si ce n'est toujours pas le cas, eh ben, c'est prendre contact effectivement avec sa CAF, sa MSA et prendre contact avec aussi son régime de retraite pour voir où a été le problème et s'assurer que vous êtes bien intégré dans ce dispositif. D'accord. Sachant aussi que, attention, si cela n'a pas été fait là dans les mois qu'on suivi et que vous vous en rendez compte au moment où vous voulez prendre votre retraite, il est encore temps de rectifier le tir au moment où vous préparez votre départ à la retraite. Toujours pour la retraite, pour la MDA, pardon. Et si on est parent d'un enfant en situation de handicap, où peut-on vérifier que les trimestres supplémentaires acquis sont bien pris en compte pour les deux parents? Je pense que Et bien là, donc ça va être sur Ouais. ça va être sur le site l'assurance-retraite.fr. Chacun des deux parents va se connecter à son espace respectif et vérifier que les trimestres ont bien été pris en compte pour les années où c'était le cas. S'ils se rendent compte, alors attention, je précise que cette réforme, elle est entrée en vigueur depuis 2015. Donc, c'est-à-dire que les situations d'aide qui ont lieu avant 2015 ne donnent pas lieu à de majoration de durée d'assurance. Donc, c'est que depuis 2015, toutes les périodes depuis 2015, oui, avant, non. Donc, si vous vous rendez compte que sur votre relevé de carrière, de situation de carrière, il n'y a pas les infos, vous contactez la caisse de retraite pour pouvoir faire un correctif. Très bien. Nous avions une question et peut-être que M. Plouzenec peut peut-être prendre la main parce que je ne comprends pas très bien la question qui a été notée. Je ne sais pas si vous êtes encore présent, monsieur, si vous souhaitez expliquer votre demande. Je vous en prie. Vous m'entendez ou pas? C'est bon? Oui, on vous entend. Oui, pas de problème. Oui, attendez, c'est celle avec les aides indirectes. Oui, c'était ça. Oui, non, parce que j'étais étonné, là, vous avez parlé, il y avait du coup un slide sur les aides indirectes, mais à chaque fois, vous parliez de plus de 60 ans, plus de 75 ans. J'ai pas l'impression qu'il y avait des aides indirectes pour, du coup, ceux qui ont des enfants en situation de handicap. C'était juste pour être sûr que je n'avais pas loupé quelque chose. Non, vous avez très bien compris, effectivement, concernant les aides indirectes, ça concerne effectivement les aidants de personnes âgées et il n'y a pas de dispositif pour les personnes qui accompagnent un enfant en situation de handicap. Ouais. Ok, on se débrouille, quoi. Ça marche. Et ma question d'après, j'enchaîne parce que du coup, allez-y, je vous en c'était prie. sur les CESU. Parce que vous avez dit, donc, seul que j'ai compris d'indirect, c'était les CESU, finalement. Oui. Et du coup, c'est à nous de voir avec CE, mutuelle ou employeur. Oui, c'est ça. C'est est-ce que votre entreprise prévoit la prise en charge de CESU en totalité ou Ouais, partielle? c'est à nous d'aller chercher l'info. Ils vont pas nous proposer, on va pas être aidés Alors, pour ça, quoi. C'est normalement, s'ils ont des CESU, ils sont censés vous en informer. C'est comme les tickets restaurants, etc. Ils sont censés vous en informer. Après, là où c'est, entre guillemets, à vous d'aller chercher l'info, malheureusement, c'est pour, par exemple, votre mutuelle, votre caisse de retraite ou le conseil départemental. Là, oui. Votre employeur, normalement, il vous informe quand il a des oui, pour CESU. les employeurs, mais c'est vrai que les mutuelles, les conseils départementaux, tout ça, faut qu'on aille chercher l'info, quoi. Ouais, là, c'est aller chercher l'info, C'est vrai que c'est effectivement. toujours, généralement, ils ne proposent pas de base, donc c'est toujours à nous, c'est ça qui est un peu C'est fatigant, ça quoi. qui Surtout rajoute une charge. Exactement, sachant que on a déjà pas mal. Et moi, j'en profite que je vous ai là, parce que l'éducation nationale
parce que moi, madame est à l'éducation nationale, ils proposent des CESU jusqu'à 6 ans. Par contre, même si l'enfant est en situation de handicap après 6 ans, c'est terminé, quoi. Et ça, je trouvais ça un peu injuste et je sais pas si, comme c'est spécifique à l'éducation nationale et qu'il y a encore un fonctionnement différent de beaucoup d'employeurs, je veux savoir si vous avez déjà été confronté à ça et parce que je trouve ça un peu injuste, quoi. Alors en fait, c'est un dispositif, là c'est vraiment lié à l'action des entreprises. C'est chaque entreprise, donc la fonction publique en fait partie, hein, Mm. l'éducation nationale est un employeur. Et donc chaque employeur va décider de la politique qu'il décide, enfin politique de soutien à ses salariés qu'il décide de mettre en place. Et donc effectivement, les CESU, ils peuvent décider de mettre une limite d'âge, de mettre une limite de montant, de ne pas en mettre du tout. Donc là, effectivement, ouais, c'est à la discrétion de l'employeur. Ouais, non, c'est juste que la situation de handicap, c'est toujours bien pris en compte et il n'y a pas de particularité, quoi. C'est un peu dommage parce que 6 ans, j'entends bien, mais 6 ans quand on est en situation de handicap, c'est pas la même chose que sans situation de handicap, quoi. On a des frais supplémentaires qui sont pas du tout les mêmes qu'un enfant classique de 6 ans, quoi. Ouais, ouais. Là, Après ça, oui, c'est l'éducation nationale. Mais... je vous entends très, très bien sur Ok. le sujet. Non, non, ok, ça marche. Non, mais je voulais savoir au cas où, mais je m'en doutais de votre réponse. Merci en tout cas pour toutes les réponses. Je vous en prie. Très bien, merci monsieur. Nous avions une dernière question sur la JPA. Pour les formulaires, ils sont à voir la demande à la CAF ou à la MSA pour Pour le la formulaire JPA, de alors, Oui, ouais, selon si vous êtes ressortissant de la CAF ou de la MSA, effectivement, il va falloir passer soit par votre CAF, soit par la MSA. Sur Google, je pense qu'en tapant juste la mais on doit recherche avoir accès. MSA JPA, Mm. vous devez tout de suite tomber sur le formulaire. Il faut vous connecter par contre. Il faut avoir un compte CAF. Donc soit vous êtes déjà allocataire CAF et bah, vous rentrez vos codes de connexion, soit vous n'êtes pas encore allocataire CAF et dans ce cas-là, eh ben, il faut créer un compte effectivement pour pouvoir faire votre demande. Je crois que là, c'est la dernière question, bien que… Si, une dernière question sur l'AVA. Il faut que la personne que l'on aide soit obligatoirement reconnue à 80% de handicap pour bénéficier de Pour l'AVA. bénéficier de l'AVA, oui, il faut un taux d'incapacité d'au moins 80%, sauf effectivement pour les bénéficiaires c'est de l'AEH et du complément. D'accord. C'est-à-dire que pour les parents qui accompagnent leur enfant qui perçoivent l'AEH et qui est éligible au complément, pas forcément qu'ils le perçoivent, mais qui est éligible au complément. Donc, c'est-à-dire pour les enfants qui ont un taux d'incapacité à partir de 50%, en fait, là, vous pouvez être affilié gratuitement à l'AVA. Très bien. Mais écoute, merci Céline pour cette intervention très claire. Je crois qu'on a pu répondre à l'ensemble des questions. De toute façon, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez d'autres questions suite à cette intervention. Nous voulions aussi préciser que sur le département de Loire-Atlantique, il y a des plateformes dédiées aux aidants qui existent sur tout le département, qui vont pouvoir répondre à vos besoins, au soutien éventuel dont vous avez besoin, à l'information dont vous avez besoin et à l'aide aux démarches également. Donc, vous pourrez trouver les coordonnées de ces différentes plateformes de répit sur le site Aidant 44 dans la rubrique les lieux d'information près de chez vous. Il ne faut pas hésiter à aller vers eux. C'est vraiment un lieu d'information, de soutien important pour les aidants. Voilà, je voulais vraiment remercier Céline pour cette intervention qui était très claire et très complète. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des questions. Je vois qu'il y a peut-être une dernière question. Alors, attendez, peut-être avant de nous quitter, il y a une dernière question auquel je vais essayer d'accéder. Je vois qu'il y a quelques questions. Et le département de Loire-Atlantique ne propose pas de CESU. Alors, je ne sais pas, je ne comprends peut-être pas bien la question. Je ne sais pas. C'est tout à l'heure, Céline, elle nous disait que les départements pouvaient donner des CESU. Donc, du coup, vu que vous avez dit que c'était deux départements, j'en profite directement pour poser la question intéressée. Au lieu que j'envoie un mail, que je me renseigne. Est-ce que le département Loire-Atlantique propose des CESU? Vous êtes là, j'en profite, ça va plus vite. Oui, je pense que oui. Enfin, là, je n'ai comme ça, j'ai pas de réponse. Je pourrais effectivement essayer de vous répondre. N'hésitez pas. Oui, je veux bien. Ouais, on va vérifier ça. Il faut aussi voir avec le CCAS de votre commune. Ouais. Ils ont aussi des fois des…
Ouais. C'est pas toujours. Je vais vérifier ça par rapport au CESU. Voilà. Merci. Bien. Bonne fin de journée Merci à tous. beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup pour cette intervention très claire. N'hésitez pas à poser vos questions si il y a des interrogations pour vous. Et alors, aussi, peut-être simplement pour dire qu'il commence à y avoir pas mal d'initiatives qui se font aussi au sein de différentes entreprises. Donc, n'hésitez pas aussi à solliciter les ressources humaines ou des managers, des personnes que vous identifiez comme pouvant être référentes sur ce sujet. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller les solliciter pour vous renseigner ce qui peut exister au sein de votre entreprise. Il n'y a pas de questions. Je ne sais pas si. Alors, je crois qu'il y a une autre question. Pour la demande de financement Répit, c'est à inscrire sur le dossier MDPH, pardon, lors d'un renouvellement, ou peut-on le demander à part du dossier, en dehors de ce dossier? Alors pour la demande de financement de répit, là, ça peut être une réévaluation du plan d'aide. C'est-à-dire que sans attendre forcément le renouvellement, on peut faire une demande de modification du plan d'aide du fait que ben, voilà, la situation a évolué et que maintenant vous avez un besoin de répit qui est apparu alors que ce n'était pas forcément le cas auparavant. Donc, je reprécise que de toute façon, on va vous envoyer le lien de la visio la courant décembre. N'hésitez pas à communiquer aussi. Il y aura une nouvelle visio proposée le 12 décembre entre 12h30 et 13h30 sur le temps de déjeuner pour que les personnes qui n'ont pas pu s'inscrire aujourd'hui puissent visionner également, enfin être présents lors du prochain webinaire. Voilà, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Non, pour l'instant, pas de questions. Nous souhaitions aussi préciser que sur le département de Loire-Atlantique, il y a des plateformes de répit qui ont été mises en place, destinées aux aidants et qui sont présentes sur tout le département, que ce soit des plateformes de répit auprès des aidants de personnes en situation de handicap ou auprès de personnes vieillissantes. Donc, vous trouverez les coordonnées de ces plateformes sur notre site internet et elles peuvent aussi, de leur côté, répondre à vos questions, apporter un soutien. Il y a beaucoup d'activités de soutien qui sont proposées par ces plateformes de répit. Voilà ce qu'on peut vous dire. Merci vraiment, Céline, pour cette intervention qui a été très claire et très riche. Et puis, je pense qu'on va pouvoir se Avec quitter plaisir. maintenant. Je vois juste Oui, qu'on demande s'il est possible de transmettre le diaporama. Moi, je oui, vois pas d'inconvénient à ce qu'il soit d'accord. diffusé, donc Ok, pas de souci. d'accord. Très bien. Bien, mais merci. Merci à vous. Bonne soirée à Merci tous. beaucoup. Au Au revoir. revoir.